Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Radio 4Car, l'émission de votre webzine Urban Street Reporters en partenariat avec LBS FM. Donc l'émission est aussi diffusée en live sur les pages d'LBS FM et d'MNG Radio 99.7 FM en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, c'est la 23e édition de Radio 4K. À chaque émission, c'est toujours la même chose, on ne sait pas ça fait combien d'émissions. Et donc aujourd'hui, on est avec Fatia et Leslie. Salut Fatia, salut Leslie. Salut. On reçoit notre invité, Bernie Melnado. C'est moi, bonsoir à tous. Réalisateur, récent gagnant du festival Génération Court à Aubervilliers. Et aujourd'hui, on va lui poser des petites questions, notamment sur son film Première Vague. C'est ça. Alors, concernant les sujets, aujourd'hui on a 3 sujets. Le premier sujet concerne Virgile Abloh, donc le directeur artistique homme LVMH, qui est décédé dernièrement. Ça, c'est Fatia qui va nous en parler. Et ensuite, on va parler de Joséphine Baker, qui est entrée au Panthéon, donc un événement quand même. Et ça, c'est Leslie qui va nous en parler. Et pour terminer, c'est moi qui vais vous parler d'un film que j'ai vu dernièrement au cinéma. Donc, il s'agit du film King Williams et pas la méthode Williams. Ah, t'as senti le regard. C'est comme on veut, méthode Williams ou King Williams. Donc, un film sur une biopic sur les sœurs Williams avec pour acteur principal Will Smith qui joue le père des deux tenniswomen. C'est ça. Et on va terminer l'émission, comme toujours, quand on en a un, avec les questions pour notre invité, Bernie Melnado, qui est réalisateur. Et sans plus tarder, on va commencer par le premier sujet. Et c'est toi, Fatia, qui va nous en parler. Je me suis dit, est-ce qu'il allait se tromper ou pas? Et donc, aujourd'hui, moi, je m'occupe du sujet concernant le décès de Virgile Abloh. Donc, le monde de la mode est en deuil, littéralement. Le designer Virgile Abloh, des collections, directeur artistique en fait des collections hommes chez Louis Vuitton et fondateur aussi de Off-White, est mort à l'âge de 41 ans ce 28 novembre 2021. C'est tout récent, c'est vraiment tout récent. Et du coup, cette information, on l'a reçue par sa famille et ses proches qui l'ont annoncé via les réseaux sociaux qu'il se battait en fait contre une forme rare et grave d'un cancer dénommé angiosarcome cardiaque. Et ça depuis 2019. Donc ça a fait l'effet d'une bombe, littéralement, puisqu'en fait on ne s'y attendait pas du jour au lendemain. Après une certaine période de disparition, on pensait juste qu'il s'était éloigné de la scène médiatique pour pouvoir créer de nouvelles collections. Non, on a annoncé sa mort, malheureusement. C'est vrai que c'est une perte énorme pour le monde de la mode et le monde de la culture en général. Parce que Virgile Abloh, ce n'était pas juste un designer, entre guillemets. C'est ça. D'ailleurs, dans une de ses interviews, il disait que son but ultime était de parvenir à incarner son époque, notamment la jeunesse. Donc, ma première question, elle va être très simple. Est-ce que pour vous, c'est quelqu'un qui a incarné son époque, Virgile Abloh? Fatia. Je le savais. En plus, j'étais prête, là. J'attendais que ça. Vas-y, balance. Pour moi, en fait, oui, il a incarné son époque parce qu'en fait, il a su reprendre les codes, comme elle dirait Inde aussi, les codes de la street et les réadapter à cette société tout simplement. Il a mis quand même, il a intégré en fait le streetwear à la maison de luxe, ça on l'aurait jamais pensé. Jusqu'à maintenant, en fait, c'était impossible de se dire, Louis Vuitton, streetwear, les deux en fait ne faisaient pas bon ménage. D'accord. Jusqu'à en fait l'apparition de Virgile Abloh. Et ensuite on a pu voir qu'en fait il a littéralement ouvert la voie à la future génération à travers ses conceptions, sa vision novatrice et ses conceptions, ses créations dans la mode. Mais pas que aussi. Mais pas que. Et toi Leslie, qu'est-ce que tu en penses Moi du coup je suis totalement d'accord avec Fatia. Il a représenté la génération actuelle, notamment comme elle a dit avec le streetwear. Ça
C'est vraiment la tendance qu'on vit actuellement. Et du coup, voilà. Et toi, Bernie, je sais pas, est-ce que tu connais un peu, t'as entendu parler du décès de Virgil Abloh ? Honnêtement, non, mais je connaissais un tout petit peu, on va dire, le personnage. Effectivement, il a réussi à mélanger deux univers qui sont différents. Et ouais, je trouve qu'il a été un superbe acteur dans ce milieu-là, dans le fait où il a réussi à apporter du streetwear dans un milieu qui est très haut de gamme en soi. T'as dit un truc qui est hyper important tout à l'heure, Fatia, c'est qu'il a ouvert la voie. Est-ce que du coup, aujourd'hui, grâce à Virgil Abloh, est-ce que le monde du luxe est aujourd'hui plus accessible ? Est-ce que le travail qu'il a fait ces 10 dernières années rend le monde du luxe plus accessible, que ce soit pour y travailler, mais aussi pour porter ces vêtements ? Du coup, je trouve que oui, ça rend le monde du luxe plus accessible pour acheter, parce que même on le remarque, de plus en plus de jeunes s'intéressent aux marques de luxe. Ça devient de plus en plus accessible. Je pense aussi en termes de prix, je pense. Après, pour y travailler, ça, je sais pas trop. Je sais pas trop, en fait. Moi, pour j'ai y ma travailler. réponse dessus. Dis-nous, Fatia. J'ai ma réponse parce qu'en fait, Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Virgil Abloh, en fait, c'est le premier designer noir de LVMH. D'accord. C'est comme tout récemment, je pense qu'on n'a pas dû rater, personne n'a dû rater la la couverture de Vogue France, où il y a eu Aya Nakamura. C'était aussi la première femme noire du premier magazine Vogue France, puisqu'en fait, il y a eu un passage de Vogue Paris à Vogue France. D'accord. Et le choix aussi de cet artiste en tant que première de couverture, c'est dû au fait que il n'y a pas énormément de représentation de la femme noire dans les couvertures, dans les premières de couverture déjà, dans les premières couvertures de Vogue Paris. D'accord. Et donc, pour le monde de la mode, c'est la même chose. C'est très difficile d'y rentrer, c'est très élitiste encore une fois. Si on arrive à y rentrer, c'est tant mieux pour nous, sinon, c'est des années et des années et des années de travail avant de s'y introduire. Et ce que je peux rajouter, c'est que tu pourrais juste répéter ta question parce que j'ai déjà une réponse. Alors, est-ce que ça colle ? Je sais pas. Est-ce que ça rend le monde de la mode, le travail de Virgil Abloh, rend le monde du luxe aujourd'hui plus accessible ? Je dirais plus accessible. Moi, je vais la changer un peu ta question. Vas-y, Comme ça, elle s'adapte à ma réponse. Est-ce que le monde de la mode, après Virgil Abloh, est plus ouvert au monde en tant que tel et à ses codes, mais pas que ses codes, à la culture du monde en fait, toutes les cultures différentes. Est-ce qu'elle est vraiment ouverte ? Maintenant, je me dis avec Virgil Abloh, il y a eu un premier pas, et ça a été fait à travers ses collections où en fait on voit totalement une inclusion de l'Afrique dans ses créations. Et quand je dis inclusion de l'Afrique, c'est parce que de base en fait ses parents sont du Ghana. Ah, t'as failli dire Guinée, attention. J'ai failli dire. Mais ils sont du Ghana. Et du coup, on peut voir que dans sa dernière collection, en fait, il a utilisé le kanté. Je ne sais pas si je le prononce bien. D'accord. Mais du coup, c'est un tissu traditionnel du Ghana. D'accord. Et il a créé avec certaines tenues de sa toute dernière collection. D'accord. Et donc, c'est un petit pas pour le monde de l'homme, de la création, et un grand pas pour le reste de la communauté mondiale. Un grand pas pour l'humanité. Voilà. En fait, moi, je trouve intéressant le travail qu'il fait. Quand je parlais d'accessibilité tout à l'heure, c'est parce que le fait de renouveler, entre guillemets, la mode chez Louis Vuitton, de ramener ce côté streetwear, ça permet aux jeunes de porter plus facilement certaines pièces, entre guillemets. De s'identifier aussi. De s'identifier aussi. Après, pour le budget, il faut aller revoir. Je sais pas si tout le monde... Fatia, est-ce que toi, tu as les moyens d'aller te payer un petit sac Louis Vuitton ? Mais en tout cas, il n'y a pas que Louis Vuitton, parce qu'il a fait énormément de choses. Et après, nous, au niveau des jeunes, c'est pas accessible encore une fois. Oui. On sait pas, ça dépend tes moyens. Ça reste du luxe quand même. Ça reste du luxe, mais tu sais, pour attirer les jeunes et encore plus se faire connaître, il a quand même fait une collaboration avec Ikea au tout début. Avec Ikea, il a quand même avec ces tapis qui se vendaient une centaine d'euros se vendent 5 000 € maintenant, je précise. Donc côté accessibilité, c'est plus tellement le cas, mais il y a la même chose avec Nike, avec les paires de baskets Off-White. Il y a eu Converse aussi. Il y a énormément de choses. En fait, c'est limite un homme
tout terrain, 360 degrés. En fait, il est à l'image de notre société. Justement, à l'image de notre société, moi j'allais le dire parce que Virgil Abloh, il faisait plein de trucs en même temps. Ouais. Il n'était pas juste designer, il était directeur artistique, il a fait des études de génie civil, il était ingénieur, il a fait une maîtrise en architecture, il a fait de la réalisation aussi. Il était DJ aussi. Moi, j'ai l'impression un peu, je sais pas vous, qu'il est un peu à l'image de cette génération aujourd'hui qui a besoin de faire plein de choses en même temps. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Bernie. Non, effectivement, je pense qu'il l'est, en fait, et je trouve ça plutôt bien, parce qu'en fait, ça démocratise la chose, ça la rend mainstream, et c'est là où tous les jeunes vont peut-être s'identifier à ce genre de personnes, et se dire, mais en fait, on peut faire plusieurs choses à la fois, tout en respectant, en fait, le code qu'on veut, au final. Ouais. Leslie, qu'est-ce que t'en penses, toi, sur ce côté un peu touche à tout? Est-ce que ça ressemble vraiment à la génération d'aujourd'hui? Oui, totalement. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Voilà, avec les réseaux sociaux, Internet qui est complètement développé, tu as envie de faire plein de choses, tu as envie de toucher à tout et il représente bien la génération d'aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, dans le live, ce que vous pensez du travail de Virgil Abloh, si selon vous, il a vraiment marqué son époque. Merci Fatia pour cette première chronique. Et on va passer à toi, Leslie. Tu vas nous parler de Joséphine Baker qui est rentrée au Panthéon. Oui, déjà dans un premier temps, je vais vous présenter Joséphine Baker. Donc Joséphine Baker, c'était une actrice, une meneuse de revue et une chanteuse américaine très connue. Du coup, voilà, elle a incarné, en fait, elle a été la première vedette noire et française, parce que malgré qu'elle soit américaine, elle a été naturalisée. Parce qu'elle est venue vivre en France. Voilà, elle est venue vivre en France et elle a eu la nationalité française. Et voilà, au cours de sa vie, elle a lutté contre le racisme. Et elle a aussi eu un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, elle a soutenu aussi Martin Luther King. Elle a été un modèle d'inspiration pour Pablo Picasso, Ernest Hemingway et Christian Dior aussi. Et elle a été aussi un agent secret pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, et elle a œuvré auprès de la Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, c'est vraiment une figure, en fait, une personnalité très imposante, je dirais, qui a marqué en fait son temps par ses luttes et ses engagements. Et le 30 novembre, elle est rentrée au Panthéon, pardon. Au Panthéon, je voulais dire. Au Panthéon. Et voilà. Donc voilà, c'est vrai, grande figure de notre histoire, hein. Joséphine Baker, artiste, résistante, militante antiraciste. Oui. Est-ce que pour vous, elle mérite vraiment sa place au Panthéon? Et pourquoi c'est important aujourd'hui Joséphine Baker au Panthéon en France? Fatia, par exemple. Merci, encore une fois. Moi, je pense que pourquoi elle est importante, parce qu'en fait, elle a été, comme tu l'as dit, elle a été danseuse, chanteuse, actrice, meneuse de revue et surtout résistante française d'origine américaine. En fait, elle a eu tellement de casquettes, tellement de vie. Et son parcours, en fait, c'est quand on voit ce qu'elle a réalisé, on peut que être fasciné. Puisqu'en fait, il y a eu comme un passage de la première partie de sa vie, on va dire, après sa venue des États-Unis, elle était très dans l'univers festif. Donc c'était très danse, très fête, très cabaret, très etc. folie, très folie. D'accord. Mais toujours, c'était dans le but en même temps de représenter la femme noire et ce qu'elle pouvait faire, mais pas dans comment dire, pas à travers juste ce côté culturel, festif, etc. Festif, mais comment dire, en fait elle l'a représenté très clairement de manière extravagante, de manière joviale, de manière c'était une pile électrique, très clairement, et elle aimait faire la fête. Mais elle n'était pas que dans ça. Mais elle n'était pas que dans ça, mais c'est très important parce que pour elle, cette représentation, c'était mettre la femme noire en scène. Et ensuite, il y a eu un passage, je pense que c'était un peu pendant la période de la guerre, où là, elle s'est transformée en véritable militante de la cause noire. Et elle a adopté une nouvelle casquette.
celle de résistante, mais aussi d'agent secret. Ça, c'est très important de le préciser parce que pour elle, elle se sentait beaucoup plus française qu'américaine. Faut bien le préciser parce qu'aux États-Unis, au même moment, en fait, à chaque fois qu'elle faisait des retours, et même dans sa jeunesse, on la caractérisait que de femme noire. On la mettait de côté et on l'a dénigrée, même après qu'elle ait eu un statut, même après qu'elle soit une superstar, hein, disons-le clairement. On disait même d'elle qu'en fait, lorsqu'elle partait aux États-Unis pour faire des prestations, on annulait ses chambres d'hôtel. Carrément. On la mettait de côté. Ses prestations, si on pouvait les balayer, c'était ce qui était très généralisé et banalisé aussi. Bref, elle me fascine. Et t'es pas la seule qui est fascinée. On est tous fascinés par le parcours de Joséphine Baker, qui est désormais au Panthéon. Elle rejoint les 80 autres personnes qui font partie de ce temple laïque qui est là pour honorer, entre guillemets, la mémoire des héros de la patrie. Elle est seulement la 6e femme à entrer au Panthéon et la première femme noire, comme Leslie l'a précisé. Aujourd'hui, le Panthéon, pour vous, est-ce que ça représente quelque chose pour vous quand on vous dit telle personne est entrée au Panthéon? Est-ce que ça résonne en vous ou bien c'est un peu... ça vous touche pas c'est quand même important. Enfin, le Panthéon, c'est pas rien. C'est là où on met les personnes qui ont vraiment marqué en fait, l'histoire. Ouais. Parce qu'après, il faut rappeler aussi qu'elle a eu la Légion d'honneur. Ouais. Donc, c'est pas rien. Et moi, ça m'est pas du tout indifférent. Enfin, indifférente plutôt, je voulais dire. Et toi, Bernie, quelle résonance ça fait chez toi quand t'apprends que Joséphine Baker entre au Panthéon? Honnêtement, c'est quelque chose de super parce qu'encore une fois, le Panthéon, c'est très important. Enfin, il faut vraiment mériter sa place pour aller là-bas. Et je trouve qu'elle l'a totalement parce que c'est des gens qui nous prouvent à travers l'histoire que même en étant artiste, on peut avoir un impact un peu dans des trucs qui sont assez sérieux, notamment la guerre, la cause de la femme, le racisme, etc. Il y a quelques années, on avait eu Simone Veil aussi, en 2018. Oui, voilà, c'est ça. Et non, mais elle mérite largement sa place là-bas. Alors, moi, je suis pas totalement d'accord. Alors, pour le lieu, historiquement parlant, oui, on se dit, c'est le prestige même, hein, avoir sa place au Panthéon, on aime beaucoup. Par contre, quand, dans les faits, on voit que c'est pratiquement que des hommes qui s'y trouvent et qu'il y a seulement 5 femmes, du coup, blanches, et une 6e qui est la première aussi noire, c'est pas normal. Et donc là, après... je me dis, il y a peut-être un souci, et donc après, toutes les étoiles qui brillent, mais c'était pas vraiment ce mot, qui gravitent autour de l'image du Panthéon, en fait, elles brillent pas après, longtemps. Moi, je suis pas totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes au Panthéon, et du coup, il y a une femme noire. Je pense que le fait qu'il y ait une femme noire, c'est le début de quelque chose. Ça ouvre la voie. D'une nouvelle ère, si je peux dire ça comme ça. Et qu'il y ait aussi quand même 6 femmes, c'est pas rien. C'est quand même le début de quelque chose. Il y a combien de Je pense pas que ce soit il y en a totalement... 75. Donc voilà. Oui, mais 75 après, hommes sur 6 femmes, en sachant que on demande la parité... les choses sont en train d'évoluer. Je vois un peu le point de vue. Oui, je vois ce qu'elle veut dire. Parce qu'on est encore dans tout ce qui est... la place de la femme, on est encore en discussion sur ça, etc. C'est pas totalement... on est encore dedans. Et moi, je trouve que 6 femmes, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup aussi quand même. Mais tu vois, c'est quand même le début de quelque chose. Enfin, d'une nouvelle ère. Et justement, c'est un très bon début. On espère que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de femmes. Peut-être que dans 100 ans, on sera à peu près équilibré. Mais justement, aujourd'hui, si vous deviez choisir une personne, une figure que vous voudriez faire rentrer au Panthéon, ça serait qui? Je sais pas. Je sais pas. C'est une question difficile. C'est vrai. C'est difficile, hein, parce que c'est le président qui décide. Il faut savoir que c'est le président qui décide aujourd'hui qui fait rentrer au Panthéon. Macron, si tu me regardes dans quelques années, n'hésite pas. Donc, franchement, je sais pas. Après, moi, je suis très ancienne génération, sans pour autant qu'il y ait eu des impacts politiques. Je dirais Jean-Jacques Goldman. D'accord. Parce que il a fait quoi pour la patrie, pour la nation?
Ces chansons, elles traversent les générations. Moi, quand je les Moi, chante si, les week-ends, j'aime beaucoup. Ok. Moi, si je devais Non, choisir je plaisante, quelqu'un, mais il pourrait en vrai. Mais... je pense que peut-être Coluche. Coluche. Par Ouais. rapport au Resto du Cœur. Ah, je suis Parce que d'accord. C'est un gros truc quand même. Enfin, Bon, bah, si l'Élysée nous regarde par hasard, pensez à Coluche, proposition de Leslie. Et ton dernier J'allais dire exactement la même chose. Coluche. Exactement la même Coluche, chose. ouais. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle personnage vous voudriez voir au Panthéon. Un personnage féminin, ça serait bien pour se rapprocher petit à petit de la parité. Merci Leslie pour cette chronique. On va passer désormais au troisième sujet et c'est moi qui vais vous en parler. Il s'agit du film La méthode Williams. Moi je dis King Williams parce que c'est le titre original. Donc il s'agit d'une biopic du réalisateur américain Reynold Marcus Green qui raconte l'histoire de l'ascension des sœurs Williams, Venus et Serena. Alors le film raconte surtout comment Richard Williams, le père qui est joué par Will Smith, comment ce père a façonné la carrière de ces deux filles en écrivant 78 pages 2 ans avant leur naissance, où il planifie entre guillemets leur caractère. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il ne s'est pas arrêté juste au fait d'écrire un truc pour dire mes filles auront cette carrière. Il a fait en sorte que les choses se passent. Il s'est battu et il y est arrivé, puisqu'aujourd'hui, Serena et Venus, dans le milieu du tennis, elles font partie des meilleures de tous les temps, on peut le dire. Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment... que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est vraiment le rôle du père, entre guillemets, le rôle des parents. On le voit dans la carrière de certaines autres personnalités, artistes, sportifs ou autres. Quel est le rôle pour vous? Enfin, pourquoi le rôle des parents est important, selon vous, dans le succès des enfants? qui veut commencer? Laisse-moi commencer alors. Le rôle des parents, déjà, en dehors de tout ce qui est artistique et tout, les parents, ça a une grosse place dans la vie d'un enfant, parce que c'est de là qu'on reçoit notre éducation, culture et autres. Et je pense que dans la vie d'une célébrité, c'est hyper important, parce que c'est là, en fait, que vient ta motivation. Et c'est le parent qui te pousse un peu à aller au bout de ce que tu veux faire. Après, moi je pense que ça a un impact positif, mais aussi négatif. Positif dans le sens où si tu réussis, tant mieux. Négatif, c'est parfois il y a des parents qui... Ça peut être toxique. Voilà, ça peut être toxique. Et Là, il y a des parents qui T'as un exemple transposent... par exemple, je sais pas, je dirais le père de Michael Jackson. Ouais, Comment ça s'est fait? c'est vrai. L'impact positif, c'est que c'est devenu une star mondiale. Et le négatif, c'est qu'il y a eu des maltraitances, etc. Et en fait, il a transposé ses désirs au travers de son enfant. Et voilà. Moi, ça me fait penser aussi, sur le côté négatif, à Britney Spears. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce côté un peu toxique que peut avoir certains parents sur la carrière de leur enfant? Ah, pardon. Non, moi je trouve que j'ai suivi un peu l'affaire et c'est vrai que c'est super comme quoi Britney Spears elle a vraiment tout aujourd'hui que tous les gens souhaiteraient avoir. Ouais, et finalement elle était sous tutelle et elle pouvait pas. Elle a fait une vidéo il y a pas longtemps, elle disait c'est juste ouf d'avoir les clés de voiture dans ma poche, d'avoir mon téléphone et je peux appeler qui je veux. Et c'est ouf de se dire à quel point les gens ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent et au final ils ont pas la liberté. Non, mais c'est important. Et il y a quelque chose qui m'a aussi impressionné, c'est le travail des parents sur les enfants, sur tout ce qui va être lié à l'estime de soi, au développement personnel. C'est-à-dire que les parents ont fait en sorte que les enfants soient forgés, qu'ils soient préparés, qu'ils aient confiance en elles, que quand elles rentrent sur un cours, quand on lui demande est-ce que tu penses que tu vas gagner, elle te dit oui, je vais gagner en fait. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose que les parents d'aujourd'hui, il n'y a pas de parents autour de la table encore, j'imagine, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé, entre guillemets, que vous voyez autour de vous?
chez certains parents. Pour moi, c'est mais d'une importance capitale que les parents soutiennent leurs enfants dans ce qu'ils font. Et même la plupart du temps, qui que ce soit, je pense que les parents, on a tous une espèce de respect intime pour eux. Et même, on fait ça pour les impressionner au final. Et la plupart du temps, on fait même ça pour eux et pas forcément pour nous. Donc c'est sûr qu'à un certain moment, si nos parents n'aiment pas ce qu'on fait ou ne nous supportent pas, on va y arriver, mais on va arriver avec beaucoup plus de dégoût et voire même beaucoup plus de retard. Après, ça dépend qui veut faire quoi et quel type de parents. Il y a des parents qui ont des gros problèmes à gérer, il y a des parents qui sont libres d'esprit, d'autres qui veulent pas que leur enfant fasse ça. Et il y a beaucoup de carrières en fait qui meurent parce que les parents derrière ont mis un stop, ont mis un frein et il y a des histoires qui sont malheureusement tristes, tout comme il y a des histoires très joyeuses où les parents ils ont forcé en fait à avoir leurs enfants qui réussissent. Ils ont cru surtout. Exactement, c'est ça. Et au final, ça aide beaucoup. Non, ça aide énormément. Moi, ça me fait penser à Kylian Mbappé, par exemple. On voit que ses parents, ils sont là, ils ont une certaine importance. On en reparlera peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, quand il aura fait une grande carrière et qu'il aura remporté 7 ballons d'or. On en reparlera plus tard. Mais sur ce côté confiance, estime de soi, comment aujourd'hui, en tant que parent, on pourrait, ou en tant qu'adulte qui vit avec des enfants, comment on fait pour que les enfants développent une bonne estime d'eux-mêmes et qu'ils aient confiance en eux? La communication. C'est-à-dire discuter avec son enfant, essayer de le comprendre. Pas que... Bon, après, pour la technique, la méthode Williams, en réalité, c'est bien. Mais si, imaginons que dans le cas contraire, c'était pas les rêves des filles. Est-ce qu'il les aurait forcés? On peut voir dans ce sens-là, vu qu'en fait, ça a été établi 2 ans avant la naissance des 2 filles. Du coup, est-ce que les filles, mais ce que je pense pas, mais est-ce que les filles, en fait, ont aussi imprégné cette idée de se dire, bon, bah voilà, mon père veut ça de nous, il fait en sorte que nous, on y arrive parce qu'il veut qu'on réussisse, donc on va aimer ça, on va, en fait... Mentalement, ils se sont peut-être reprogrammés, sait-on jamais. Elles ont adhéré au projet, quoi. Voilà, sait-on jamais. Il y a aussi cette optique-là, parce que des fois, en fait, c'est vrai qu'en fait, ok, dans la méthode Williams, on voit que le père, en fait, prépare l'éducation et le projet professionnel de ses filles, mais dans les faits, c'est aussi vrai avec nos propres parents au quotidien, dans le fait de nous apprendre à nous comporter en société, ou à nous dire, bon bah voilà, tel comportement est bien pour des filles, tel comportement est bien pour des garçons, si ça, tu vois, on a cette sorte de programmation des parents au niveau de notre caractère, jusqu'au moment où le caractère de l'enfant éclate. Et là, bah, comme on dit souvent, ils appellent ça un enfant ingérable. Parce qu'en fait, il ne correspond plus à l'idée qu'ils se sont créés de lui. C'est pas la même chose. Du coup, parce que si on regarde bien dans le film, il dit voilà, moi, mes filles, j'en ai 2 qui seront avocates ou 2 médecins et un avocat. Et les 2 autres, tennis woman. Je pense que tennis woman. Donc en fait, tout était déjà dans des boîtes. Préparé. Voilà, tout était dans des boîtes. Après, les filles ont adhéré aussi. Voilà. Et moi, j'ai envie de vous dire que la méthode, elle marche. La méthode, elle marche. Mais c'est vrai. Mais je voulais aller dans le sens où... Oui, et si on ça va... marche pas toujours. Ça marche pas toujours, effectivement. Après, moi, je pense que ce qui a le plus marché, c'est plus la confiance qu'elles ont eue, en fait, en elles. Le fait que leur père ait autant confiance en leur fille, et ben, il les a transmis sa confiance. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Si. Et puis elles ont prouvé aussi. Elles ont prouvé aussi sur le terrain parce qu'elles étaient bonnes quand elles étaient sur le court, quoi. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu as vraiment confiance en toi et que tu as une grosse estime de soi et que tu as du soutien derrière, tu es prêt à tout et tu réussis plus facilement. Enfin, alors là, on peut... Oui, je pense que c'est ça aussi qui a joué. C'est ça qui a joué, mais dans le film aussi, tu vois que le père se concentre sur Vénus et laisse de côté un peu Serena pour lui apprendre que c'est mon point de vue. Il faut faire attention à ce que tu dis de la Fatia parce que dans le film on ne voit pas tout. On ne voit pas tout, mais quand même. Le réalisateur, Bernie, il me dira s'il est d'accord, mais un réalisateur, quand il fait un film, c'est un point de vue. Je suis d'accord, mais quand on voit que la petite, là, c'est du... comment on appelle ça déjà? C'est du spoil. Attention, faut pas spoiler. Bon, allez, déjà, si ça s'est passé dans la réalité, c'est mais tout le monde n'a pas vu le film. Tout le monde n'a pas vu le film. Mais dans les faits, à un moment donné, la petite Vénus... Vénus. Oui. Elle participait à une compétition et sa sœur, à un moment donné, a fait quelque chose en cachette. Et donc les 2 parents étaient étonnés, plutôt le père plus que la mère. Oui. Et donc ils se demandaient mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça sans
sans demander. qu'on en soit informé aussi. Et ça, c'est pour te dire que, en fait, si la petite n'avait pas fait ça d'elle-même, ou sans Je suis pas d'accord avec toi, Fatia. Moi, je suis d'accord Je avec suis pas toi. d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que dans le plan de Richard Williams, Serena, elle était dans le plan aussi. C'était pas un plan Vénus, c'était un plan Vénus et Serena. Et ça, il l'explique aussi à Serena. C'est juste que le réalisateur, celui qui a fait le film, ils ont décidé de se concentrer uniquement sur Vénus. Donc Sur peut-être ça, que très prochainement, il y aura il y aura une partie partie 2. Serena. En tout cas, c'est un film qui est actuellement au cinéma, que je vous conseille d'aller le voir. Moi, dès que j'ai vu qu'il est sorti, j'ai pris mes Ouais, neveux. j'ai fait pareil. Hein. Je suis parti les regarder avec eux. Et voilà, je disais tout à l'heure que la méthode, elle marche, puisqu'aujourd'hui, Vénus, c'est 50 titres, dont 7 titres en Grand Chelem. Elle a été numéro 1 mondial. Et Serena, que dire, 74 titres, 23, Grand Chelem. Elle a été numéro 1 mondial pendant très longtemps. Donc voilà, allez regarder le film en salle si vous cherchez un film à regarder en ce moment. Oui. On va passer à la dernière partie de cette émission, donc la partie consacrée à notre invité Bernie Melnado, réalisateur. C'est ça. Alors les filles vont te poser des petites questions, je vais te poser des petites questions aussi. Donc les filles, c'est à vous. Vas-y, Je vais commencer. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai 26 ans actuellement. Et en fait, mon parcours, il est tellement chaotique que je pourrais même pas te dire ce qu'il faut avoir exactement. En fait, moi, j'ai fait énormément de choses, énormément de projets qui ont tous échoué. Il n'y en a aucun qui a marché. Et au fur et des années, je me suis rendu compte qu'il y a toujours la même chose qui revenait, c'était le fait de vouloir raconter des histoires. Et peu importe ce que je faisais, ce que j'entreprenais qui marchait pas, il y avait toujours cette notion un peu de raconter une histoire. Et j'étais juste là, à la fac qui est juste à côté, à Paris 13, c'est ça. Et ça me plaisait pas du tout. Et en fait, à l'époque, Uber Eats, Deliveroo, etc. venaient de sortir. D'accord. Il me restait 200 € sur mon compte, j'ai acheté un vélo, j'ai pédalé, j'ai acheté mes caméras et je me suis lancé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la réalisation de films, en fait. Et aujourd'hui, tu as remporté tes premiers prix. Ouais, c'est ça. C'est ton premier court-métrage. C'est mon premier court-métrage. Il a tellement gagné des prix qu'il est parti en régional. Donc c'était ouf. J'ai gagné le prix Île-de-France, on va dire. Et il s'est retrouvé en national, en fait, à la finale nationale. Bon, ça n'a pas gagné, mais ça a quand même gagné un prix du public. Donc c'est énorme, quoi. Ah, le prix du public, c'est énorme. Et justement, ce film qui s'appelle La Première Vague. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça parle de quoi? Qu'est-ce que ça raconte pour ceux Ouais, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une histoire vraie, totalement, que j'ai vécue moi-même en première ligne avec mon ami. Un ami à moi qui a son père qui tombe dans le coma. En général, tu sais, quand quelqu'un tombe dans le coma, on sait facilement ce qui s'est passé, on arrive à déterminer la cause. Là, sur le coup, aucune information, aucun rien. Et en fait, on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, des allers-retours à l'hôpital. Il n'y a aucune cause, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il est tombé dans le coma. Et malheureusement, le père de mon ami décède. Et lorsqu'il est parti récupérer la dépouille, on lui a dit, écoutez, votre père, il n'avait pas de carte vitale, il n'avait pas d'assurance, pas de mutuelle, rien. Et donc, il doit payer les frais de note de 3 mois de coma qui s'élèvent à 17 500 €. Et à partir de là, en fait, le film part de ça, de comment est-ce qu'il va faire, sachant qu'à côté, le travail, ça va pas, la banque, elle veut pas prêter, l'assistance sociale, elle trouve pas de solution. Et du coup, je sais pas si je peux spoil ou pas, mais, mais le film parle de ça, de comment est-ce qu'il va faire pour trouver 17 500 €, et on comprend pourquoi, à la fin, son père est tombé dans le coma. Un très beau film qu'on a eu la chance de regarder. J'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur de ton acteur principal. Ouais, Ayman, ouais. Ayman, il joue vraiment bien. Ouais, c'est ouf. Il incarne vraiment son personnage à merveille. Il arrive vraiment à montrer les émotions. C'est vraiment très très fort. Bernie, tu as remporté le prix du public et le prix du jury. C'est ça. À l'édition locale du Génération Court. C'est ça. Et ton film était qualifié du coup à l'édition nationale, ouais. Où il a remporté un nouveau prix. C'est ça, ouais. Le prix du... En fait, il y a double prix du public. Double prix du public. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir ce prix-là? Franchement, c'est énorme. Au début, je me suis dit, bon, je joue à domicile un peu. Parce que t'es Albert Vitare. Alberti Villaria. Même moi, j'ai du mal des fois. On y arrive. Il habite à Aubervilliers pour faire ça. C'est ça. Et je me suis dit, bon, on est à domicile, c'est un peu normal. Et en fait, en parlant avec des gens que je ne connaissais même pas, ils m'ont dit, on a voté pour ton film, on a trouvé ça très touchant. Et c'est juste ouf, en fait. Ça se voit pas comme ça parce que c'est juste 10 minutes de tournage, 10 minutes de film pour 3 jours de tournage. Et j'ai mis 1 an
un an à temps plein à le faire. J'ai arrêté de faire tout ce que je faisais à côté. Je passais des FaceTime de 3-4 heures en continu avec les gens avec qui je travaillais. Et crois-le ou non, mais Ayman est arrivé seulement 3 jours avant le tournage, C'est incroyable. voire même 2 jours, 48 heures avant le tournage. Ouais. Et je l'ai vu la veille, en fait. D'accord. Et j'avais pas le choix, et il m'a sauvé mon film. Concrètement, il a un jeu d'acteur qui est juste incroyable, quoi. Donc, ce film que tu as réalisé grâce à l'OMJA d'Aubervilliers qui organise le festival Génération Court, auquel j'ai aussi participé il y a quelques années. Oui, j'ai cru entendre ça en plus. C'est ouf, Auquel c'est j'ai génial, participé c'est il y a génial. quelques années. Donc, un film aujourd'hui, pour les gens qui veulent regarder ton film, c'est pas encore accessible C'est ça. sur Internet, mais comment ça se passe si on veut le voir? Alors, en fait, tout simplement, lorsqu'un film est en concurrence en festival, on n'a pas le droit de le mettre sur YouTube, etc. Parce qu'en fait, le festival prend l'exclusivité. D'accord. C'est-à-dire que moi, si je le balance sur Internet, le festival Il a plus de valeur, quoi. n'a pas d'intérêt. Mm. Exactement. Par contre, ce qu'on est en train de faire à côté, c'est qu'on essaye de vendre le film. Et D'accord. il y a pas mal de chaînes de télévision et des plateformes de streaming qui sont déjà super intéressées. C'est top. Et si vraiment vous voulez voir le film, on voit un petit message, on voit le petit lien privé, mais ça restera entre nous. Ça restera entre nous. Et puis, est-ce que vous avez d'autres questions? Depuis tout à l'heure, je monopolise un peu les questions. Moi, là. j'en ai une, Ouais, bien sûr. dernière. Plus pour l'avenir, qu'est-ce que tu voudrais faire à l'avenir au niveau de tes courts-métrages? Est-ce que tu voudrais rester dans le même type de Mhm. sphère par rapport du coup Ouais. au film que tu as produit, ou est-ce que tu voudrais te tendre vers d'autres genres de courts-métrages? Honnêtement, c'est une question qu'on pose beaucoup. Moi, personnellement, pour l'instant, je préfère faire des films pas spécialement dramatiques ou des films où on a l'occasion en fait d'exprimer certaines choses, de mettre en lumière des sujets tabous qu'on connaît pas. Après, peut-être que dans l'avenir, j'en sais rien, je vais faire des films comiques avec de la comédie, des films d'amour romantiques. Mais pour l'instant, disons, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je préfère utiliser cette force et cet art-là pour raconter des choses et mettre en lumière. Mon but, c'est vraiment que la personne, quand elle regarde le film et que le film finit, elle se dise « Ah ouais, mais j'avais pas vu les choses comme ça » ou « Ah ouais, je savais pas que ça existe ». On va dire c'est là où vraiment je réussis mon pari. Mais après, à l'avenir, ouais, je suis ouvert un peu à tout. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles, avant que j'enchaîne? Non, moi j'ai plus de questions. Moi, c'est une dernière quand même. Ouais, avec plaisir. Fatia, elle a toujours des questions. Elle parle beaucoup, Fatia. Fatia, C'est pas alors, vous. c'est ça, oui. Plus une dernière, parce que du coup, je pense qu'il y a aussi des jeunes qui voudraient sûrement se lancer dans la réalisation de films. Et donc, au niveau d'un point de vue financier, est-ce que tu as eu des difficultés à du coup financer le film? Ouais. Par où est-ce que tu as pu grappiller pour avoir de l'argent, des fonds Tu pourrais nous en dire plus? Le film actuellement que j'ai fait, il est estimé en termes de coût de production, hein, pas de l'achat, à 50 000 euros. C'est-à-dire que si je voulais faire mon film actuellement aujourd'hui, avec les salaires, la location, etc., les lieux, 50 000 euros. Les films, j'ai fait avec 3 000 euros. Ouais. Donc honnêtement, la dernière chose à laquelle un réalisateur débutant devrait penser, c'est l'argent. Ouais. L'argent, on s'en fout, on va trouver, il y a toujours des alternatives, il y a toujours des producteurs qui sont intéressants. Le but, c'est l'histoire, prendre le temps de faire une belle histoire. Moi, honnêtement, le festival m'a donné 800 euros. J'ai fait un appel aux dons. C'est même pas un appel aux dons public, en fait. J'ai juste fait une vidéo entre amis, en fait. C'est-à-dire qu'il y a que ceux qui sont abonnés à moi qui peuvent la voir. Et je me suis retrouvé avec 3 000 euros. Je me suis dit, waouh, c'est énorme, c'est fou, je m'y attendais pas du tout. Donc non, les financements, c'est vraiment pas un problème. C'est comme les gens qui veulent faire des études. Il y a toujours des alternatives, des prêts, des machins. L'argent, ça devrait vraiment pas rentrer dans la tête. C'est un producteur, c'est le travail du producteur d'aller trouver l'argent. Ok. En tout cas, si vous voulez voir le film de Bernie, vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux C'est pour ça. voir si jamais ça passe en festival et pour ne pas rater les différentes diffusions. Et justement, comment on fait pour te suivre sur les réseaux sociaux? Moi, je suis quelqu'un de très actif sur Instagram. Donc D'accord. c'est Bernie Melnado sur Instagram. S'il y a des gens qui ont des questions et qui ont besoin d'aide, il n'y a aucun problème, on est là pour ça également. N'hésitez pas, en tout cas, très beau film de Bernie Melnado, Première Vague, un film qui a remporté 3 prix au festival Génération Court. Et pour les jeunes qui sont intéressés aussi par le cinéma, n'hésitez pas à vous intéresser à ce qui se passe du côté de l'OMJA. Bon, j'ai fait la même démarche aussi. Ouais. Quand j'ai voulu réaliser un film, ils m'ont accompagné pour réaliser 2 films d'ailleurs. Et donc, n'hésitez pas à suivre le festival Génération Court sur les réseaux sociaux également. Bravo et merci beaucoup. encore, Merci à Bernie. Merci, Leslie. Merci. Ah bah. Regardez, Fatia, j'ai dit C'est merci. vrai, c'est Leslie. bon ça. Merci Leslie, merci à Fatia. Et puis, quant à nous, on se retrouve très prochainement. Prochainement, ce sera peut-être un as. Quoique là, je commence à avoir des doutes, parce que là, ça fait 2 émissions que j'enchaîne. Nas, là, il commence à perdre sa place, là, on dirait. Attention, Nas. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux.
Facebook, Instagram, Twitter, Urban Street Reporters, partout. N'hésitez pas à suivre aussi LBS-FM sur les réseaux sociaux. Et le podcast de l'émission sera disponible sur le site internet urbanstreetreporters.com, mais aussi sur le SoundCloud d'LBS-FM. Et l'émission sera également rediffusée sur les ondes d'MNJ Radio 99.7 FM en Seine-et-Marne. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Salut à tous.